Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon père a passé 15 ans à s'occuper de notre arbre. Je viens de l'abattre et je ne pense pas que c'était un arbre. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne peux pas en parler à ma mère. Elle est déjà dans un état pitoyable. Je ne peux pas en parler à mon père parce que, c'est à cause de lui que je vous dis ceci. J'ai fait quelque chose et je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais le sauver. Mais maintenant, la maison est remplie d'un silence bien pire que les cris que j'aimerais entendre. Et je vois le regard de mon père et je sais que j'ai commis une terrible, terrible erreur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Nous vivons dans une belle maison, le genre d'endroit où les gens emménagent quand ils veulent fonder une famille. Un grand jardin, une clôture blanche, des parterres de fleurs dont ma mère s'occupe avec soin. C'était un endroit normal et heureux pour grandir, jusqu'à ce putain d'arbre. Tout a commencé il y a environ 15 ans. J'avais 10 ans. Un jour, mon père est rentré du travail débordant d'une énergie que je lui avais rarement vue. C'était un homme calme, honnête, qui avait un emploi stable dans la logistique et ses passions étaient modestes et faciles à gérer. Il adorait le jardinage. C'était son échappatoire. Ce jour-là, il tenait un petit sac en papier froissé. « Regarde ça !» m'a dit-il, les yeux brillants, en me montrant une seule graine noire et noueuse. Elle était de la taille d'un œuf de pigeon, étrangement lourde et couverte de légers motifs en spirale. Je l'ai achetée à un vendeur ambulant en ville, un vieil homme. Il m'a dit qu'elle était spéciale, qu'elle deviendrait un grand arbre, un roi dans notre jardin, qu'elle projetterait son ombre sur toute la maison et nous protégerait. J'avais 10 ans. Je trouvais ça cool. Mon père était un homme sensé et rationnel, mais il devenait toujours un peu poétique lorsqu'il parlait de son jardin. Je pensais simplement qu'il exagérait pour enthousiasmer son unique enfant. Nous l'avons planté ensemble, cette fameuse graine, au centre du jardin. C'est un bon souvenir, l'un des derniers purement bons, je crois. L'arbre a poussé, et il a poussé vite. Plus vite qu'aucun arbre n'a le droit, naturellement, de pousser. En l'espace de quelques années, il était déjà plus grand que moi. Mon père était ravi. Il s'en occupait comme s'il s'agissait d'une sorte de divinité. Il a construit une petite clôture en bois bien soignée autour de sa base, non pas pour éloigner les animaux, mais semblait-il, pour désigner son espace comme sacré. Personne d'autre n'était autorisé à l'arroser. Personne d'autre n'avait le droit de l'élaguer, même si cela ne semblait pas nécessaire. L'arbre était intouchable et lui appartenait. Pendant des années, ma mère et moi avons simplement accepté cette situation. C'était le passe-temps de papa, son truc à lui. Quand il était dans le jardin, agenouillé près de l'arbre, nous savions que c'était son moment à lui. Nous ne l'interrompions pas. Nous n'y prêtions pas vraiment attention d'ailleurs. Mais l'arbre continuait de grandir. Et à mesure qu'il grandissait, mon père a commencé à changer. Subtilement au début. Il passait de plus en plus de temps dehors. Il rentrait pour le dîner avec de la terre sous les ongles et un regard distant et paisible. Il a commencé à parler de l'arbre, non pas comme d'une plante, mais comme d'une présence. « L'arbre va bien aujourd'hui », disait-il. « Il a apprécié la pluie. » Nous nous contentions de sourire et d'acquiescer. Quand j'avais une vingtaine d'années, l'arbre était devenu un monstre. C'était une espèce que personne ne reconnaissait. Son écorce était lisse, gris foncé presque noir, et ses feuilles étaient d'un vert profond et cireux qui semblait absorber la lumière du soleil. Il dominait notre maison à 2 étages, projetant une ombre vaste et profonde sur tout le jardin pendant la majeure partie de la journée. C'est alors que nous avons vraiment commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Le premier signe concernait les autres plantes. Les roses primées de ma mère, le potager, les petites fleurs joyeuses qu'elle plantait chaque printemps, et tout ce qui se trouvait à l'ombre de l'arbre, pendant plus de quelques heures par jour, se fanait et mourait. Le sol en dessous était devenu stérile, gris et dur comme de la pierre. Puis,
ce fut le tour des animaux. Les oiseaux ont cessé de nicher dans notre jardin. Les écureuils qui se poursuivaient autrefois sur la pelouse ont disparu. Même notre chien, un golden retriever, refusait d'aller dans le jardin. Il restait devant la porte arrière, gémissant, la queue entre les pattes, refusant de mettre une seule patte dans l'ombre. Mais le pire changement concernait mon père. Son obsession devint toute son existence. Il quitta son emploi. Il disait qu'il devait rester à la maison pour s'occuper de l'arbre. Il passait toute la journée du lever au coucher du soleil, assis sur un petit banc qu'il avait construit juste sous les branches les plus denses. Il restait simplement assis là. Parfois, nous l'apercevions depuis la fenêtre de la cuisine, la tête penchée comme s'il écoutait quelque chose. Parfois, ses lèvres bougeaient, et nous savions avec une certitude qui nous rendait malades qu'il lui parlait. Ma mère et moi avons essayé de le raisonner. Nous l'avons supplié, nous l'avons imploré. « Chérie, s'il te plaît, » disait ma mère, la voix brisée. « Entre à l'intérieur, mange quelque chose, tu as l'air si maigre. » Il secouait simplement la tête, un sourire lent et placide sur le visage. « Je n'ai pas faim. L'ombre me suffit. C'est tellement paisible ici. Cela me réconforte. Cela peut vous réconforter aussi si vous venez vous asseoir avec moi. » Nous ne l'avons jamais fait. Il y avait quelque chose dans cette ombre. Ce n'était pas seulement un manque de lumière. Elle semblait froide. Elle semblait lourde. Elle semblait affamée. Se tenir à son bord donnait l'impression d'être au bord d'un océan profond et sombre. On savait qu'il ne fallait pas y entrer. Les dernières semaines ont été le point de rupture. Il ne rentrait plus du tout à l'intérieur, sauf pour dormir quelques heures agité dans son fauteuil du salon. Il dépérissait. Sa peau était pâle et cireuse, ses yeux étaient enfoncés, mais ils avaient un éclat serein et vide qui me terrifiait plus que n'importe quelle colère. Il était en train d'être consumé. L'arbre le dévorait vivant et il le laissait faire. J'ai décidé que je devais faire quelque chose. Je devais le sauver. L'arbre devait disparaître. J'ai attendu la nuit. J'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce qu'il entre enfin à contre-cœur et s'affale dans son fauteuil, tombant dans son sommeil agité habituel. La maison était silencieuse. Ma mère dormait à l'étage, c'était ma chance. Je pris la lourde hache à fendre le bois dans le garage. Mes mains étaient moites, mon cœur battait à tout rompre contre ma poitrine, dans un rythme effréné et terrifié. Je sortis par la porte arrière. La cour était baignée de la lumière pâle et éthérée de la pleine lune, mais le sol sous l'arbre était plongé dans une obscurité totale. Je m'avançai dans l'ombre. Le froid fut immédiat, choquant. Ce n'était pas un froid habituel, ni un froid naturel. C'était un froid profond et épuisant qui semblait aspirer la chaleur directement de mes os. Je marchai jusqu'au pied de l'arbre. Son écorce lisse et noire était étrangement glissante au toucher, presque comme de la peau. Je levai la hache. Au moment où la tête métallique toucha l'écorce, je l'entendis. Un murmure, juste à côté de mon oreille. Une voix à la fois masculine et féminine, vieille et jeune. C'était à la fois un bruissement de feuilles, un soupir du vent et une voix humaine. « Ne fais pas ça !» Je trébuchais en arrière, le cœur serré. Je regardais autour de moi avec effroi. La cour était vide. J'avais dû imaginer tout ça. C'était le vent, c'était ma propre peur qui me parlait. Ça ne pouvait être que ça. Je me suis armé de courage, j'ai craché sur mes mains et j'ai brandi la hache de toutes mes forces. Crac! Le son était sourd, humide, pas le craquement sec de la hache sur le bois auquel je m'attendais. C'était comme frapper sur un morceau de viande. La hache s'enfonça profondément dans le tronc. Je la retirai brusquement et un liquide sombre, noir au clair de lune, commença à suinter de la blessure. Je l'ai ignoré. J'ai frappé à nouveau, et encore, et encore, et encore. Je me suis laissé emporter par un rythme frénétique et désespéré, la sueur coulant sur mon visage, mes muscles hurlant de douleur.
Le bruit sourd et humide de la hache, les éclaboussures de sève sombre, le froid profond et épuisant de l'ombre. C'était un cauchemar. À chaque coup, le liquide s'écoulait plus librement de la blessure. Son odeur cuivrée et métallique emplissait l'air. C'était une odeur que je connaissais, une odeur qui n'avait rien à faire ici. C'était l'odeur du sang. J'ai touché le liquide collant avec mes doigts, puis je l'ai porté à mon nez. Oui, c'était du sang épais, sombre, du vrai sang. Une panique absolue s'empara de moi. Je voulais m'enfuir, je voulais lâcher la hache, m'enfuir et ne jamais revenir. Mais alors je pensais à mon père, à son visage vide et souriant, à lui qui dépérissait sur son banc. Je ne pouvais pas m'arrêter, je devais finir. J'ai crié, un cri rauque, sans mots, de rage et de peur, et j'ai mis toute mon énergie dans les derniers coups. La blessure s'est élargie, l'arbre a gémi. Un son profond et frissonnant qui semblait faire trembler le sol. Puis, dans un dernier cri déchirant, il est tombé. Il s'est écrasé dans la cour dans un bruit assourdissant, ses grandes branches brisant les pots de fleurs vides de ma mère. Silence absolu. L'ombre avait disparu. Je haletais, appuyé sur la hache, mon corps tremblant d'épuisement et d'adrénaline. Mes yeux étaient attirés par la souche, à l'endroit où je l'avais coupée. Je sortis la petite lampe de poche de ma poche arrière et dirigeai le faisceau vers la blessure. L'intérieur de l'arbre n'était pas en bois. C'était une masse chaotique et fibreuse qui ressemblait à des muscles rouges foncés et à des tendons pâles et brillants, le tout tissé autour d'un noyau central terrifiant. Là où j'avais coupé l'arbre en deux, je l'avais également coupé en deux. Enfoncé au centre du tronc, intégré à son être même, se trouvait le torse d'un être humain. Je pouvais voir la courbe de la cage thoracique, la forme de la colonne vertébrale, l'aspect pâle et caoutchouteux de la chair préservée. Je l'avais coupé net. Le sang sombre continuait de couler, imprégnant le sol. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Mon esprit s'était tout simplement arrêté. Qu'est-ce que c'était ? Qui était-ce ? Était-ce la chose à laquelle mon père parlait ? Brûle le corps. La voix venait de derrière moi. Elle était calme, rauque et brisée. Je me suis retourné brusquement, le faisceau de ma lampe torche balayant frénétiquement l'obscurité. Mon père se tenait au bord du patio. Il ne me regardait pas. Il fixait l'arbre tombé, le tronc mutilé et ensanglanté. Et l'expression sur son visage, c'était la tristesse la plus profonde et la plus déchirante que j'ai jamais vue. La sérénité vide avait disparu, remplacée par un chagrin si profond qu'il semblait avoir brisé son âme même. « Papa » murmurai-je. « Nous devons le brûler » répéta-t-il d'une voix creuse. « Tout son être maintenant. » Nous avons œuvré ensemble dans un rituel sinistre et silencieux. Nous avons coupé les branches et le grand tronc en morceaux maniables. Nous les avons traînés pour les empiler au centre de la cour. Mon père se déplaçait comme un vieil homme, sa nouvelle lucidité lui coûtant toute sa force. Il n'a pas regardé une seule fois la chose horrible qui se trouvait au cœur du tronc. Nous avons aspergé le tas d'essence et mon père a jeté l'allumette. Le feu s'est déclaré dans un rugissement, dégageant une fumée noire et graisseuse qui sentait la viande brûlée et autre chose que je ne connaissais pas. Quelque chose d'âcre et de profondément malsain. Nous sommes restés là pendant des heures, à regarder brûler ce grand arbre qui avait dominé nos vies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de braises incandescentes et un cercle noir calciné sur la pelouse. Je pensais avoir sauvé mon père. Je pensais avoir extirpé le cancer qui le tuait. Mais je me trompais. Une semaine s'est écoulée, l'arbre a disparu, l'ombre a disparu. Mon père, il est à l'intérieur. Il mange ce que ma mère lui sert. Il dort dans son propre lit. Il est physiquement présent. Mais il n'est pas là. L'obsession a disparu, mais la paix, aussi tordue fut-elle, a également disparu.
Elle a été remplacée par une anxiété constante et lancinante. Il fait les 100 pas dans la maison. Il regarde par la fenêtre l'espace vide dans le jardin. Il sursaute à chaque bruit inattendu. Il ne parle pas. Pas un mot depuis cette nuit-là. Il me regarde parfois avec ses yeux hantés et brisés, et j'ai l'impression d'être le monstre. J'ai détruit ce qui le consumait, et ce faisant, j'ai l'impression de l'avoir détruit lui aussi. J'ai troqué un zombie souriant contre un fantôme silencieux et terrifié. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment puis-je aider mon père? Y a-t-il un moyen de le ramener de là où je l'ai poussé? S'il vous plaît, si quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé chez moi, dans ce jardin, dites-le moi. Le silence dans cette maison devient chaque jour plus pesant.